3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous parler un peu de NBA 2K20 en fin de vidéo, c'est un format overtime que je vous propose. Je vous le dis tout de suite, contrairement à d'habitude, je ne vais pas prendre la DeLorean pour faire un tour dans le passé. Et ouais, parce que ok, on va faire un top, mais une fois n'est pas coutume, ce sera un top actuel, pas un top all-time. Ah ouais, t'es comme ça toi, tu changes les traditions. Et pour quelle raison? Eh bien, avec les transactions qu'il y a eu cet été, on a l'impression que l'époque des super teams se termine. Pour moi, l'année 2020 représentera le début de l'ère des duos. En fait, maintenant, un grand nombre d'équipes possèdent au moins une paire de joueurs capables d'être All-Star. Et là, beaucoup de débats houleux tentent de définir quel sera le meilleur duo de la ligue cette année. J'ai même vu des gars s'agacer à ce sujet sur les réseaux. Je suis énervé, j'arrive pas à me contenir. Alors moi, j'ai décidé de jouer le jeu aussi. J'ai pris les 30 équipes NBA et à chaque fois, j'ai essayé de dégager le duo qui me semblait le plus performant. Rien que ça n'a pas été simple, mais j'ai quand même vite tranché. Ensuite, j'ai choisi mes critères. Bah ouais, fallait bien les départager toutes ces paires. Et en fait, de façon assez logique, il m'est rapidement venu à l'esprit 4 domaines à mettre en valeur. Les deux premiers sont évidents, l'attaque et la défense. Un bon duo se doit d'être performant des deux côtés du terrain. Le scoring, c'est important, mais honnêtement, ça ne fait pas tout. Et ça, des fois, je trouve qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Ok pour ces deux critères, mais c'est déjà assez complet, là, tu veux quoi de plus? Et ben moi, je veux de l'alchimie dans mon duo. Appelle ça comme tu veux, la compatibilité, la complémentarité, l'expérience commune, tout ça, ça m'importe, et à chaque fois, il y a des questions à se poser pour lesquelles il faut donner des réponses. Les deux joueurs peuvent-ils vraiment évoluer ensemble? Se marchent-ils sur les pieds? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils s'apprécient? Est-ce que l'un sera capable de compenser les faiblesses de l'autre? Tout ça c'est de l'alchimie et ce critère me semble nécessaire pour évaluer la qualité d'un duo. D'accord, et donc t'as encore ajouté un quatrième critère? Ouais, parce que dans ce classement subjectif, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Alors j'ai ajouté l'expérience. Quand je parle d'expérience, je parle de l'expérience des grands rendez-vous. Si les deux joueurs ont bien connu les joutes des playoffs, c'est un plus, surtout s'ils sont allés loin. Plus t'as vécu de choses et mieux tu les appréhendes normalement. Mais bon, c'est bien beau d'avoir des critères et de faire en sorte qu'ils soient objectifs, mais comment les utiliser maintenant? C'est là que ma subjectivité rentre en jeu. J'ai pris les 30 duos que j'ai définis et à chaque critère, j'ai donné une note sur 10. C'est en faisant le total de toutes ces étoiles que j'ai pu réaliser un top 30. Bon alors comme d'hab, je ne présenterai que les 6 premiers ici, histoire de ne pas faire une vidéo d'1h30. Mais pour ceux que ça intéresse, je mettrai la suite du classement en description avec la note à chaque fois. Bon, ça a l'air clair tout ça, d'autres choses à préciser ou tu vas commencer enfin? Deux petits trucs encore. Le premier, c'est que je parle des duos seulement pour la saison à venir. Et donc ne vous offusquez pas, je n'évoquerai ni Kevin Durant ni Klay Thompson qui sont tous les deux blessés et qui dans le meilleur des cas seront au moins incertains. Logique non? La deuxième l'est tout autant, je ne parle vraiment que des duos que j'isole. Je ne juge ni le coach ni les coéquipiers qui les entourent. En fait c'est exactement comme si on faisait une team NBA Jam. Donc c'est pigé, ce n'est pas parce qu'un duo est le meilleur de la ligue que je pense absolument que son équipe va gagner le titre. De toute façon, vu que certains duos n'ont encore jamais joué ensemble, c'est forcément un défi délicat que je me lance. Alors les haineux, calmez-vous tout de suite. Ce classement sera forcément subjectif et personnel, mais au moins j'aurai fait de mon mieux pour le rendre le plus objectif possible. Bref, je crois que j'ai tout dit, il est temps de commencer. Quels sont pour moi les 6 meilleurs duos en NBA en vue de la saison 2019-2020? En numéro 6, je vais évoquer le duo des Warriors, Stephen Curry, D'Angelo Russell. Bon déjà, faut savoir que j'ai hésité longtemps entre D'Lo et Draymond pour accompagner Steph. Peut-être même que le duo Curry-Green aurait obtenu une meilleure place que la 6ème. Et pour moi, Draymond Green est davantage un joueur qui brille dans le collectif plutôt qu'un gars qu'on intègre dans un duo. D'ailleurs, quand on analyse les paires que j'ai choisis, la plupart du temps, on a deux potentiels franchise players. Et de ce côté-là, même si Draymond Green a d'immenses qualités dans le jeu d'équipe, je trouve que D'Angelo Russell a davantage la carrure d'un go-to guy capable de porter l'équipe sur ses épaules. Voilà pourquoi je l'ai choisi lui pour accompagner Curry. Ouais, ça se discute, mais fallait faire un choix de toute façon. Tu l'as fait, tu l'assumes, enchaîne. C'est ça, et ce qui est sûr, c'est que Curry et Russell en attaque, ça envoie. À eux deux, ils cumulent près de 50 points et 12 passes décisives par match si on regarde les stats de la saison dernière. Rien que ça. Chacun de ces deux gars peut vraiment prendre feu, a une grosse distance de shoot, mais peut aussi être clutch. Alors je ne vais quand même pas leur mettre 10 en attaque, parce que rien ne dit qu'ils produiront les mêmes stats maintenant qu'ils partagent le même maillot. Mais franchement, je leur mets un bon 9. Parlons de défense maintenant, et là, c'est pas tout à fait la même. Curry et Russell n'ont jamais été des défenseurs d'élite. Ouais, j'ai même l'impression que c'est souvent journée portes ouvertes avec eux.
C'est vrai que les deux n'ont pas un physique de ouf, ils manquent d'épaisseur, de muscles et sont souvent dépassés lorsque l'on parle de défense sur l'homme. Par contre, l'un comme l'autre possède une bonne rapidité latérale, une envergure correcte et un certain sens de l'anticipation. Ça compense quand même quelques petits trucs et ça leur permet d'obtenir quand même 4 étoiles dans ce domaine. Place maintenant à l'alchimie et là tout de suite il y a un truc qui pêche. Les deux joueurs sont des meneurs de jeu. En plus de ça, ils ont tous les deux un profil de scoreur assez similaire. Ça fait un peu flipper, non? Mais bon, là encore, il y a quand même quelque chose qui les sauve. Stephen Curry a été formé comme un poste 2 à la fac et avec sa taille d'1m96, D'Angelo Russell peut aussi jouer arrière. Les deux sont plus ou moins capables d'évoluer sans la balle, mais soyons honnêtes, niveau compatibilité, c'est pas ouf. Ouais, surtout que là on parle de deux joueurs qui n'ont jamais évolué ensemble. C'est ça, mais tout n'est pas noir non plus. Voilà pourquoi je leur mets 4 étoiles du côté de l'alchimie. Vient pour finir l'expérience. Curry, c'est quand même 3 des 5 derniers titres et 5 finales consécutives disputées. Les grands rendez-vous, il connaît. Par contre, Russell, c'est autre chose. Bon, il a pu être le franchise player des Nets l'année dernière et a même obtenu sa première sélection All-Star. À 23 ans, c'est plutôt pas mal. Mais au final, il n'a que 5 petits matchs de playoff en carrière pour une seule victoire. Ah oui, c'est léger ça. Clair, mais bon, au vu de ce qu'a vécu Curry, essentiellement, je vais quand même jusqu'à leur mettre 7 étoiles au niveau de l'expérience. Ça leur fait un joli total de 24 étoiles pour cette 6ème place et ça leur offre une récompense que j'ai nommée le trophée Minus et Cortex. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est désormais l'heure de parler du numéro 5 de mon classement. Et là, je vais parler du duo Damian Lillard, CJ McCollum. Déjà, je les voyais plus haut, tu vois. À première vue, moi aussi, et pourtant, mon classement les a menés là. Et pour m'expliquer, je commence par l'attaque. Je le dis tout de suite, c'est pas là que ça pêche. Tout comme Curry et Russell, les deux sont des shooters d'élite, mais ils peuvent aussi driver. En fait, ils sont d'énormes scoreurs. L'un est spécialiste du shoot à 3 points et l'autre est spécialiste du shoot à mi-distance. Bon, aucun des deux n'est un pro de l'organisation et du playmaking, mais peu importe. Ce qu'on leur demande, c'est de mettre des buckets, et ça, ils savent faire. Je leur mets donc 10 dans ce domaine. Un point de plus que Russell et Curry, car je suis pas forcément sûr que Gelo maintienne le même niveau que l'année dernière à Golden State. Alors que pour Lillard et McCollum qui sont à Portland comme à la maison, je n'ai aucun doute là-dessus. Et le problème c'est en défense, non du coup? Tu l'as dit, Bouffi. Ouais, j'utilise des expressions des années 80. Et là on est un peu sur le même souci que Curry-Russell en pire. Lillard et McCollum sont plus petits, ont moins d'envergure et sont pour moi encore moins efficaces en défense. Voilà pourquoi je ne leur mets que 3 étoiles dans ce domaine. Mais parlons d'alchimie désormais. À première vue, là encore, au vu du profil de ces joueurs, ça ressemble à du Curry-Russell. On a deux arrières de petite taille qui aiment scorer et qui ne sont pas forcément complémentaires. Ouais, c'est un peu ce que disait tout le monde quand ils ont été associés dans le 5 majeur de Portland. C'est ça, et pourtant ils ont réussi à faire mentir les observateurs. En attaque, ils ont clairement montré une compatibilité étonnante. Non seulement ils commencent à avoir une expérience commune très intéressante, mais en plus de ça, comme je le disais, avec eux, le danger peut venir de partout. Sur les drives, à mi-distance, à 3 points, chacun son rôle. Et finalement, avec un McCollum qui joue très bien sans ballon, la gonfle est plutôt bien partagée. Alors après, pour ce qui est de l'alchimie pure et dure, on est quand même sur 2 joueurs d'1m90. Enfin ça, c'est la taille affichée, parce que j'ai l'impression que Lillard est un peu plus petit, on le saura bientôt avec les nouvelles mesures officielles de la ligue. Bref, en tout cas, pour moi, pour tout péter, il en faudrait au moins un avec un peu plus de taille, capable de défendre et de prendre des rebonds. Là, en l'état actuel des choses, c'est juste un peu. Mais quand même, pour leur expérience commune et pour avoir fait mentir les spécialistes, je leur mets 7 étoiles dans le domaine de l'alchimie. Je vois ce que tu veux dire, il y a des faiblesses, c'est clair, mais elles sont compensées par le fait que les joueurs se connaissent et apprécient de jouer ensemble. C'est exactement ça. Parlons pour finir de l'expérience, Lillard et McCollum, c'est quand même 97 matchs de playoff à eux deux. Ça commence à faire. Bon après, mis à part l'année dernière où ils sont allés jusqu'en finale de conf, la plupart du temps, leur parcours s'est arrêté au premier tour. Voilà pourquoi, malgré ce joli total de rencontres disputées en post-season, je ne vais pas les surnoter au niveau de l'expérience. Et ouais, avec ses 112 matchs de playoff, Stephen Curry en a disputé à lui tout seul plus que le duo des Blazers. Je ne mets que 6 étoiles à Lillard et McCollum pour ce dernier critère. Ça leur fait quand même un total de 26 étoiles qui leur donne la 5ème place et font d'eux mes tic et tac du jour. En numéro 4, on reste sur des arrières car on va évoquer deux anciens d'OKC qui se retrouvent à Houston, James Harden et Russell Westbrook. Sauf que 7 ans après avoir été séparés, les deux joueurs ont désormais un tout autre statut. Tous deux ont battu des perfs individuels incroyables et tous deux ont obtenu un trophée de MVP. Du coup, c'est presque étonnant de ne les voir classés que 4ème aujourd'hui. Ouais, c'est clair, explique-nous ça un peu. Bon déjà, parlons de l'attaque et je vais pas y rester des heures, c'est un grand 10, presque un 11 même. Alors ok, leurs stats vont forcément un peu diminuer cette saison car évidemment, il n'y aura qu'un seul ballon pour deux. Mais présenter un duo qui la saison précédente cumulait près de 60 points et 20 passes, c'est juste du jamais vu. Impossible de leur filer autre chose qu'un 10.
Parlons maintenant de la défense et je sens que je vais en faire sauter certains au plafond. Harden et Westbrook sont sûrement les deux joueurs les plus critiqués de la NBA de ce côté-là du terrain. Alors on leur met un 0? Posez-vous 2 minutes. Ce qui est décevant en défense, c'est que ces deux joueurs ont des qualités athlétiques incroyables et sont tout à fait capables d'être performants. Ce qui leur manque, c'est la volonté. Bah ouais, c'est frustrant quand tu les vois prendre des courants d'air ou lâcher leurs joueurs pour s'économiser ou faire des stats. Je préfère clairement critiquer des gars comme ça plutôt qu'un mec comme Trae Young qui est peut-être un moins bon défenseur mais qui peut pas vraiment faire mieux au vu de son physique. Je comprends tout à fait, mais de là à dire qu'ils sont les deux pires défenseurs de la ligue, je ne suis absolument pas d'accord. Quand ils ont envie, Harden et Westbrook peuvent être durs sur l'homme, solides, voler des ballons et mettre des contres. Alors je vais pas non plus aller trop loin et dire que c'est des défenseurs d'élite, hein, mais ces deux gars peuvent être performants, j'en suis sûr. Plus même que les deux duos derrière qu'on vient d'étudier, Stephen Curry et D'Angelo Russell ou encore Damian Lillard et CJ McCollum. Ouais ok, enfin s'ils veulent gagner un titre, va peut-être falloir qu'ils se sortent les doigts un peu. Ah ça va être essentiel et c'est le mieux qui pourrait leur arriver. Et c'est vrai qu'il y a absolument rien de sûr à ce sujet. Au final, leur mettre la moyenne dans ce domaine me semble juste. 5 étoiles de plus donc. Bon, parlons maintenant d'un autre sujet qui fâche et qui divise, l'alchimie. James Harden avait un usage de 40% la saison dernière et Russell Westbrook de 30%, c'est juste énorme. Vont-ils réussir à se partager le ballon? C'est la grande question à laquelle je réponds dans ma FAQ preview de la conférence Ouest. Ces deux joueurs sont des créateurs, ils aiment avoir la balle et peinent à briller quand ils ne l'ont pas. Ça n'a jamais été facile d'associer une autre star à Harden ou à Westbrook et tout ça, ça m'inquiète. Mais comme je l'explique dans ma preview, je pense que désormais ce duo est rassemblé pour une seule raison, gagner. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'un et l'autre s'apprécient beaucoup. Et oui, toujours plus facile de faire des sacrifices quand c'est pour un pote. Tout à fait, voilà pourquoi je pense que cette association, ce ne sera pas le top, loin de là, mais ce ne sera pas non plus la catastrophe nucléaire que certains annoncent. Je leur file donc 4 étoiles dans ce domaine. Enfin, l'expérience. Aucun de ces deux gars n'a remporté de titre et la seule finale qu'ils ont disputée, ils l'ont jouée ensemble. Ça commence à dater, vu que pour ça, il faut remonter à 2012. Mais mine de rien, Harden et Westbrook, c'est 214 matchs de playoff joués en carrière. Et même si ce n'est jamais allé au bout, ça mérite d'être récompensé. Je leur mets donc 8 étoiles de ce côté-là pour un total de 27, qui leur offre la 4ème place de mon classement. James Harden et Russell Westbrook, recevez mon trophée Mario et Luigi. Pour la 3ème place de mon classement, partons maintenant du côté de Philadelphie avec le duo Joel Embiid-Ben Simmons. Ouais, chez les Sixers, on pourrait presque parler d'un quatuor parce que le duo Tobias Harris-Al Horford pourrait être le plus dominant dans pas mal de teams. Mais bon, à Philly, c'est quand même l'association Joel Embiid-Ben Simmons qui semble la plus logique. Parlons de l'attaque pour commencer. Chacun dans leur style, les deux disposent d'une puissance de feu mais présentent aussi quelques limites qui leur sont propres. Embiid est un pivot qui peut s'écarter et surtout qui peut vraiment enfoncer son adversaire sous le panier. Avec ses qualités au shoot et ses moves au poste, il est très difficile à stopper. Là, dans ce que tu dis, je vois juste zéro limite. C'est vrai que dit comme ça fait inarrêtable. Mais parfois, je pourrais lui reprocher d'avoir un côté un peu trop soft lorsque l'opposition est trop lourde dans la peinture. Dans ces moments-là, il va plus chercher à s'éloigner que tenter de marquer près du cercle. Et même si son shoot est correct, ce n'est pas derrière la ligne à 3 points qu'un pivot comme ça est le plus efficace. Heureusement pour lui, maintenant, Al Horford est de son côté. Je comprends ce que tu veux dire, on dirait que c'est un peu dans la tête ça. Et Simmons du coup? Bah Simmons, c'est un joueur très impressionnant. Un meneur de 2m08 qui a une excellente vision de jeu mais aussi une vitesse et des appuis d'élite. En 1 contre 1, faut se lever tôt pour l'arrêter. Sauf quand tu l'attends sous le cercle. Car ouais, jusque là, Ben Simmons n'a montré aucune qualité sur le shoot extérieur. Même s'il a visiblement travaillé sur cet aspect, cet été, il ne sera jamais un shooter, faut pas se leurrer. Et du coup, faut avouer que ce manque de shoot ne lui apporte que peu de nuances dans sa palette. Donc voilà, ce duo de Philly présente d'énormes qualités offensives, mais aussi de vraies failles qui font qu'une défense solide et bien organisée arrivera à le limiter. Mais bon, vu que ces défenses sont quand même rares, je leur mets 7 étoiles dans ce domaine. Pas mal tout de même, et ça donne quoi du côté de la défense? Regarde les qualités physiques et athlétiques des deux gaziers. Joel était très justement dans les defensive teams au vu de son énorme côté intimidateur. Ben Simmons, lui, par sa taille, son envergure et sa rapidité latérale peut à peu près gêner tout le monde sur les postes 1 à 4. Franchement, c'est lourd. Et mis à part peut-être un peu de naïveté due à leur âge, je n'ai rien à leur reprocher de ce côté-là du terrain. 9 étoiles donc pour ce duo en défense. Passons maintenant à l'alchimie. Je trouve que plus le temps passe et plus les deux s'entendent sur le parquet. Faut dire aussi que le duo semble parfait. Un meneur de grande taille avec une vision de jeu phénoménale et un monstre de la raquette. Y a-t-il vraiment besoin que je débatte plus longtemps? Bon après c'est vrai que le vécu collectif n'est pas aussi important que prévu en raison de divers problèmes de santé. Certains automatismes méritent encore d'être travaillés. Mais mine de rien, du point de vue de l'alchimie et de la complémentarité, ça envoie du bois. J'en mets donc un 8 qui n'était vraiment pas loin d'être un 9. 7 en attaque, 9 en défense, 8 en alchimie, c'est du solide que tu nous présentes là. C'est au niveau de l'expérience que ça pêche un peu peut-être? Et oui, à eux deux, ils n'ont cumulé que 5 saisons en NBA, 3 pour Joel, 2 pour Ben. 34 matchs de playoff disputés au total, ça fait un peu léger par rapport à certains duos qu'on a étudiés. Ceci dit, c'est loin d'être cata et je suis persuadé que la demi-finale de conférence face aux Raptors l'an dernier, perdue en 7 matchs, leur a apporté un paquet de points d'XP.
Du coup, je leur mets 4 étoiles dans ce domaine. Ils obtiennent un total de 28 qui leur offre la 3e place de mon classement avec le trophée Han Solo et Chewbacca. Pour la 2e place, c'est vers les Clippers qu'on se tourne avec le tout nouveau duo Kawhi Leonard, Paul George. Et là, y a-t-il besoin de perdre des heures lorsque l'on parle d'attaque et de défense? Offensivement, on a deux gars qui peuvent créer, scorer, qui sont super complets, peuvent jouer sans le ballon et même être clutch. Les deux ont également prouvé qu'ils pouvaient tout à fait s'inscrire dans un collectif et être performants. Là, je vous le dis, on est sur un truc de ouf. 10 étoiles, j'hésite même pas. En défense, c'est la même, chacun d'eux était un candidat sérieux pour le trophée de défenseur de l'année. Ils peuvent faire péter un plomb à n'importe quel extérieur de la ligue. Non, là, franchement, on a l'élite de l'élite côté défensif. Donc j'hésite pas, je balance 10 étoiles là aussi. Mais c'est une pluie d'étoiles. Ouais, et pourtant ils ne sont que 2e de mon classement. Et parlons maintenant de l'alchimie. À la base, Kawhi Leonard et Paul George sont deux ailiers shooters qui, disons-le, ont à peu près le même profil. Donc lorsqu'ils seront associés, soit Paul George devra jouer au poste 2, soit Kawhi Leonard devra jouer au poste 4, ce qui n'est pas leur poste naturel. Bon après, faut pas l'oublier, ces deux gars ont un énorme QI basket et je suis persuadé qu'ils arriveront à s'adapter et à s'entendre sur le terrain. Mais soyons honnêtes, niveau complémentarité, on a vu mieux. Je mets donc 6 étoiles à ce duo pour l'alchimie. Enfin vient l'expérience et là faut dire que c'est pas mal. Kawhi Leonard a 2 titres de champion avec les Spurs et les Raptors et à chaque fois il a été élu MVP des finales. Paul George lui a eu moins de succès mais a quand même disputé 2 finales de conférence avec les Pacers, participant aux playoffs presque chaque saison de sa carrière. Les deux cumulent 187 matchs de post-season, ce qui est un très gros total. Bon, c'est moins que Harden et Westbrook certes, mais les bagues de Kawhi font la diff. Je leur donne donc 9 étoiles au niveau de l'expérience, ce qui leur fait un total énorme de 35 étoiles. Ils obtiennent ainsi la 2e place du jour, loin devant notre duo des Sixers. Bravo Bob et Patrick. Et enfin, notre numéro 1, vous vous en doutiez, en même temps, c'est celui que t'as mis sur la miniature. J'avoue, il y avait un peu de spoil sur ce coup-là, mais c'est pas non plus une énorme surprise. Il s'agit donc bien sûr du duo des Lakers, LeBron James, Anthony Davis. Mais vous allez voir que ça s'est joué à rien pour la première place. Bref, en attaque, encore une fois, c'est très fort. Le 4e meilleur scoreur de l'histoire de la ligue, qui est associé à un gars qui, lors de 2 de ses 3 dernières saisons, tournait à plus de 28 points par match. Avec LeBron James et Anthony Davis, on a juste 2 des gars les plus difficilement arrêtables à leur poste respectif. 2 gars qui sont tout à fait capables de prendre un match en main pour porter leur team. 2 gars intelligents sur le parquet qui à eux tout seuls peuvent changer le cours d'un match. 2 gars qui... C'est bon, on a compris, tu vas leur mettre 10 étoiles. Évidemment, c'est un 10 offensivement, mais défensivement, c'est très fort aussi. Regarde-moi juste le physique et la puissance de ces deux mecs. Personne ne veut les avoir face à eux. Si on parle du bro, il est impossible de le critiquer d'un point de vue défensif. Par contre, c'est vrai que si on cherche la petite bête, LeBron n'est pas tout à fait irréprochable. Forcément, le mec vieillit et n'a peut-être pas la même envie qu'avant en défense. On l'a vu l'an dernier plusieurs fois un peu ailleurs lorsque son équipe n'avait pas la balle. Ouais, mais le contexte était particulier aussi, notamment en 2e partie de saison, avec toutes ces histoires autour d'Anthony Davis, justement. C'est clair, et voilà pourquoi je ne vais pas être trop sévère avec ces errements défensifs. Je donne donc 8 étoiles à ce duo dans ce domaine. Bref, place à l'alchimie maintenant, et honnêtement, comment faire mieux? James peut porter la balle, scorer, créer pour lui, créer pour les autres. Anthony Davis, lui, va poser des écrans, prendre des rebonds, jouer au poste, ou même écarter le jeu. Comme si ces deux-là avaient été fabriqués pour évoluer ensemble. L'association est hyper complémentaire. C'est un peu comme mettre du sirop d'érable made in Canada sur un délicieux pancake. Nice. T'imagines un peu ce que ça peut donner sur pick and roll ou sur pick and pop ce duo? Le résultat peut être létal. Alors je suis sévère et je vais pas leur mettre le max parce qu'il va quand même falloir qu'ils apprennent à jouer ensemble. Mais quand même, 9 étoiles minimum pour l'alchimie. Vient pour finir l'expérience. Et déjà comment tu peux tester avec les 3 titres du King, ses 9 finales disputées et ses 239 matchs de playoff. Allez, encore une fois, je mets pas le max parce qu'à côté Anthony Davis paraît bien léger avec ses 13 petits matchs de post-season disputés en carrière. Mais encore une fois, ce duo obtient 9 étoiles bien méritées. Donc voilà, t'as bien compté, ça leur fait un total de 36 étoiles et ça leur offre la première place de mon classement à 1 étoile près. C'est donc bien LeBron James et Anthony Davis, nos Batman et Robin pour cette saison. They should be, boy wonder. Stephen Curry et D'Angelo Russell, Damian Lillard et CJ McCollum, James Harden et Russell Westbrook, Joel Embiid et Ben Simmons, Kawhi Leonard et Paul George, LeBron James et Anthony Davis. Voilà pour ce qui est selon moi des 6 meilleurs duos de la NBA en vue de la saison 2019-2020. Voilà pour ce qui est de ce 13e overtime. Je vous le rappelle, si vous voulez voir les notes que j'ai attribuées aux 24 autres duos de la ligue, c'est en description que ça se passe. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et aujourd'hui, c'est de NBA 2K20 que je vais parler. Alors vous pouvez appeler ça un test si vous voulez, mais
c'est plutôt une présentation globale que je vais vous faire. Je vais vous donner mon avis vite fait, mais surtout vous évoquer les modes de jeu auxquels j'aime beaucoup jouer. Alors pour commencer, les habitués connaissent, ça n'a pas forcément changé, NBA 2K20 se divise en 3 modes de jeu principaux. My Career, My Team et My GM, My League. Bon, je vais commencer par My GM parce que c'est celui que j'aime le moins. Le système a été entièrement repensé à base de points d'action et se centralise essentiellement sur les liens entretenus avec les joueurs et le staff. Alors force est de constater que tout ça est sûrement plus réaliste et correspond davantage au quotidien d'un general manager, mais je dois avouer que je trouve ça assez répétitif et que pour le moment je n'ai même pas fini ma saison 1. J'ai même essayé de signer Carmelo Anthony, qui à l'écouter est un vrai joueur d'équipe, mais qui était beaucoup trop cher pour moi. En même temps, il faut dire qu'à 13 millions la saison, il se mouche pas du coup de Carmelo. Vient ensuite le mode My Career, qui est toujours aussi cool et qui a subi quelques améliorations notables. Déjà fini les joueurs un peu trop formatés que l'on avait avant. Désormais on peut choisir son poste, mais notre archétype est choisi en fonction des qualités qu'on choisit. Il y a pas mal de solutions et de combinaisons possibles qui font qu'en tâtonnant un peu, vous réussirez à créer votre joueur idéal. Moi je me suis fait un meneur slasher de grande taille. Alors forcément je suis pas hyper doué au shoot, mais au niveau du drive et de la finition, je suis plutôt pas mal. Puis voilà, ensuite comme d'hab, vous pourrez faire votre carrière NBA en solo, mais aussi jouer en ligne. Dans le mode solo, on a une nouvelle histoire qui permet de voir un peu tout ce qui se passe avant la draft et l'arrivée en NBA. Franchement, je vais pas vous spoiler, mais ça change et c'est plutôt agréable. Et même si on fait vite le tour, c'est clairement sympa et réaliste. Quand on va en ligne dans le quartier, c'est toujours aussi diversifié et amusant. Petite amélioration plutôt cool, on peut désormais faire du Pro AM en 3v3. Et ça, c'est kiffant. D'ailleurs, je vous filerai mon PSN en fin de vidéo si vous voulez rejoindre mon équipe. Je l'avais déjà lâché sur Instagram et je me suis déjà fait quelques bonnes sessions avec les abonnés. Quand je le dis qu'il faut me suivre sur Insta. Enfin, le mode My Team. Honnêtement, c'est celui que je préfère. Bon, j'avoue, je suis loin de l'avoir saigné encore, car j'ai privilégié les parties avec mon joueur, mais c'est celui sur lequel je prends le plus de plaisir. L'objectif est de construire la meilleure équipe possible à base de cartes et d'affronter ses adversaires soit en solo, soit en multijoueur. Là encore, à travers des modes variés, vous obtiendrez des récompenses qui vous permettront de faire progresser votre effectif. Franchement, c'est hyper kiffant. Et puis, si vous avez l'âme d'un créateur comme moi, vous pourrez entièrement personnaliser vos maillots et votre terrain. Ça, j'adore. Bref, d'un point de vue global, ce NBA 2K est dans la lignée des précédents. Bien sûr, vous pourrez aussi disputer des saisons, des playoffs ou même des rencontres normales à la maison en local. Faut dire que les modes de jeu et le gameplay ont également subi des améliorations plutôt sympathiques. Et je veux rajouter que désormais on peut également jouer avec les filles de WNBA, et ça c'est plutôt cool. Voir Marine Johannes ou encore Bria Hartley dans un jeu de basket, ça m'a plu. Bon, après je vais faire le rageux un peu. Alors déjà cette année, je trouve que dans le mode My Career, on progresse vite avec les VC, et ça c'est plutôt cool. Mais qu'est-ce que c'est frustrant de voir qu'au bout de même pas une semaine, certains avaient dépensé du fric et affiché déjà un niveau général de 99. Moi je suis à 91 sans jamais rien avoir dépensé, mais franchement je l'ai squatté ce game un peu. Après c'est bon, je comprends, c'est le business. Et si 2K Sports se fait de la maille en vendant de la monnaie virtuelle, pourquoi se priver? En tout cas, même s'il faut dire aussi que je suis pas bien fan des matchs de 20 gigas tous les 10 jours, y a pas de doute. NBA 2K20 est à nouveau le meilleur jeu de basket disponible sur le marché et me procure toujours ce côté si addictif. Mais alors si t'es addict, tu veux pas faire des vidéos dessus? Ah, tu fais bien d'aborder le sujet parce qu'on me l'a beaucoup demandé en commentaire et c'est une question que je me pose. Bon, quoi qu'il arrive, rassurez-vous, cette chaîne restera une chaîne d'actu basket avant tout. Donc si je propose un format 2K, ce sera quelque chose qui sera fait en plus de manière très ponctuelle les mercredis par exemple. Ne vous inquiétez pas, ça ne remplacera pas ce que je fais actuellement, j'y tiens fort. Je suis un fan NBA qui aime analyser avant d'être un gamer, c'est clair. Après, je trouve que c'est compliqué de faire des vidéos sur 2K. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le fait, ils doivent être très bons et j'ai même pas eu le temps d'analyser leur contenu. Donc ouais, ça me ferait plaisir de vous montrer où j'en suis dans le mode My Career, My Team ou même My League s'il faut et vous montrer comment j'avance au fil de l'année. Mais est-ce que vous, ça vous intéresserait? Pas sûr, dites-le moi en commentaire. Et là, il y a un truc que je veux vous demander et je m'adresse à vous les gamers qui ont l'habitude de ces vidéos 2K. C'est une requête très personnelle, si vous avez des envies ou des idées de contenu que je peux vous proposer sur 2K, merci de vous lâcher dans les coms. Je lirai tout. Comme je disais, j'ai pas mal de demandes pour faire des vidéos gaming, mais j'ai vraiment pas envie de faire un truc rébarbatif. Alors je suis ouvert à tout et si l'un de vous me propose l'idée du siècle, je me lancerai dedans à 100%, c'est promis. C'est pas une blague quand je dis que je compte sur vous. Bon, comme promis, si vous voulez faire quelques games avec moi, je vous file mon PSN qui doit s'afficher là en bas. J'ai pas un temps fou non plus et ce sera encore pire avec la reprise de la NBA, mais j'essaie quand même de me connecter les week-ends mais aussi la nuit. Voilà pour ce qui est de 2K. Et d'ici que vous m'aidiez à trouver la meilleure idée du monde à ce sujet, pensez à faire ce que vous dit Luc Loubaki, l'arrière qui brille à Lille. Salut, c'est Luc Loubaki. Abonnez-vous à la chaîne Le 6ème Homme. Ah, t'as changé, c'est plus Théo Malédon. Eh oui, je vous avais dit que je vous réserverais des surprises pour cette saison 2. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux et pensez à activer la cloche aussi pour recevoir les notifications. Pour débattre avec la communauté et suivre le reste de l'actu, c'est sur Discord et Basket Info que ça se passe. Je vous mets tous les liens en description et je vous invite à vite cliquer dessus parce que ce sera the place to be avec le début de la saison. Puis pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir ce serait que vous mettiez un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne et m'aider à tout péter pour la reprise de la NBA. A très vite.